la séquence, l'interview économique, nous avons un grand spécialiste des marchés, de l'économie, de la macroéconomie, de tout, quoi. C'est Nicolas Chéron. Nicolas Chéron, bonjour. Vous êtes stratégiste marché pour zonebourse.com. Et c'est intéressant de revenir avec vous sur ce contexte. Il est marqué encore par une politique monétaire accommodante. On a des sociétés qui publient des résultats. Et puis même des rachats d'actions qui arrivent. Comment vous décrivez, quel est votre diagnostic sur le marché en ce moment qui, moi j'ai l'impression que les clignotants sont plutôt au vert, n'est-ce pas? Effectivement, le marché action, tout est au vert. Alors certains parleront peut-être un peu d'euphorie, mais on va le voir, il y a quand même bon nombre de catalyseurs qui justifient les niveaux de prix actuels sur le CAC 40. Déjà peut-être qu'il faut revenir sur un concept. Souvent on me dit le CAC 40 était à 7000 points en l'an 2000, on est en train de revenir sur les mêmes niveaux, ne pensez-vous pas qu'on est relativement haut? Et en fait, c'est une méconnaissance, je dirais, du CAC 40 où il faut regarder le CAC 40 Gross Return, donc dividende réinvesti, où on est à 18 000 points actuellement et où on est à plus de 150% de performance par rapport au pic de l'an 2000. Donc tout ça pour dire que Cocorico, la France quand même, ont réussi. On a une bourse qui monte, une bourse qui est porteuse et qui est actuellement, quand on regarde dividende réinvesti pour l'investisseur qui fait du long terme, nous sommes sur des plus hauts historiques. Alors, est-ce que ces plus hauts historiques sont justifiés? Je dirais que déjà, depuis un an, on n'a jamais vu autant d'argent se déverser sur les marchés et sur les économies. On parle d'un PIB mondial qui fait autour de 95 000 milliards, 100 000 milliards de dollars. Et nous avons injecté en l'espace d'un an, ou promis d'injecter en l'espace d'un an, que ce soit dans l'économie ou les marchés, 16 000 milliards. Donc pratiquement 15% du PIB qu'on aurait injecté comme ça d'un coup. Ne prenez pas ce ton catastrophé. Il y a des années, on aurait pleuré pour avoir de l'injection de la Fed. C'est vrai, mais c'est là où justement ceux qui ne suivent pas les marchés depuis 15 ans doivent se rendre compte. En l'an 2000, nos économies étaient en train de vaciller et on avait lancé un plan historique de 2000 milliards pour pouvoir sauver la finance et le secteur bancaire. Là, 2000 milliards, c'est en gros ce que Joe Biden nous promet tous les mois, à peu près. On s'habitue vite. On s'habitue vite, et puis ça plaît et aux épargnants et aux particuliers. Donc voilà, on a un plan de soutien et budgétaire et des banques centrales qui est absolument énorme. Et puis, on a des buybacks, donc les rachats d'actions par les entreprises. On a Google, par exemple, qui a publié ses résultats et qui a annoncé 50 milliards de buybacks. C'est pratiquement autant que leur chiffre d'affaires du premier trimestre, qui était de 55 milliards. Donc encore des milliards qui se déversent, des milliards aussi qui vont dans la tech, avec toutes les introductions boursières, les fameuses SPAC. Tout ça, c'est très favorable. La macroéconomie, on est sur du jamais vu. Oui, parlons un petit peu des statistiques. Parfois, il y a des prévisions et puis en ce moment, elles sont plutôt battues. On est plutôt surpris favorablement. Oui. On a 85% des entreprises qui battent le consensus aux États-Unis, alors qu'en moyenne, on a 75-76% des entreprises qui battent le consensus. On a encore Apple hier soir qui nous a publié des résultats stratosphériques. Et on a d'ailleurs, je crois, plus de 50% de la capitalisation du S&P 500 qui va publier cette semaine et la semaine prochaine. Donc sur 10 jours, là, c'est vraiment les résultats des entreprises qui rythment les échanges. Et aux surprises, les bénéfices des entreprises américaines sont de retour sur des plus hauts historiques. Donc en fait, on peut dire oui, c'est de l'injection des banques centrales, des gouvernements, des buybacks, et tout ça c'est manipulé, c'est racheté, etc. C'est en partie administré. Mais est-ce que, comme depuis 100 ans, la corrélation entre les résultats des sociétés et la bourse est là? Oui, elle est là. Nous sommes sur des records historiques de bénéfices, notamment aux États-Unis. Donc, c'est légitime peut-être de se retrouver là. Et donc on peut ne pas être totalement étonné qu'il y ait des actionnaires qui aient découvert la bourse. Comme vous le dites, il y a ce décor un petit peu paradisiaque. Il y a une pandémie qui fait qu'on avait quand même une audience assez captive qui pouvait devant son ordinateur passer des ordres de bourse et regarder ce qui se faisait. Et donc, y aurait-il un retour des actionnaires en France? C'est quand même ça aussi quelque chose qu'on attend depuis des années.
Oui, il y a un retour des actionnaires en France, on peut le dire. Il y aurait plus de 500 000 personnes, selon l'autorité des marchés financiers, qui auraient ouvert un compte chez un courtier en France, et c'est peut-être même sans compter tous ceux qui ont ouvert des comptes sur les crypto-monnaies, parfois des acteurs qui permettent de trader et sur les cryptos et sur les actions. Donc on peut dire qu'il y a un engouement, un retour de tous ces petits et moyens et gros investisseurs sur les marchés. C'est une bonne et une mauvaise chose, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose pour la bourse, pour le marché, pour le dynamisme de la place financière, de l'ensemble de ces acteurs. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a eu un effet richesse, puisque toutes ces personnes qui sont rentrées pendant la crise, là, en théorie, sur les derniers mois, ont plutôt été bercées par un doux mouvement haussier. On peut penser qu'après la Française des Jeux, ça pourrait donner des idées de nouvelles opérations dans les mois qui viennent ? Oui, je pense d'ailleurs, la réussite de la Française des Jeux a été telle que dans les nouvelles introductions boursières, on retrouve une partie de tous ces nouveaux entrants. Simplement, le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression que ces acteurs vont devoir se faire à la bourse sur le moyen terme, et sur le moyen terme, la bourse ne fait pas que monter. Elle ne fait pas que gagner comme ça 50, 100, 200% sur certaines valeurs depuis le creux de l'année dernière. Je pense qu'on va vers un marché qui va se complexifier avec des replis, avec des corrections, des redémarrages, avec des rotations sectorielles, avec à un moment des marchés qui peuvent se purger. On l'a vu sur les cryptos, le Bitcoin peut perdre 28% en l'espace de 15 jours. Et tous ces débutants, je pense qu'il est vraiment très important qu'ils se forment. C'est-à-dire que si là, on devait avoir une période peut-être un peu plus neutre, un peu plus ennuyeuse sur les marchés, avec l'été qui se profile et peut-être la réouverture des cafés, eh bien, les opportunités deviendraient plus complexes, et je pense que les investisseurs doivent apprendre la psychologie des marchés, la diversification, l'utilisation de stops de protection ou au moins de coupe-circuit pour se dire, quand le scénario ne se passe pas bien, je vais prendre ma perte plutôt que de garder une ligne en portefeuille pendant des années à moins 40 ou moins 60%. Donc, alors comment on fait ? Parce que si on veut se former, on reçoit plein de mails et de MOOC, mais qu'est-ce que vous conseillez pour celui qui effectivement veut éviter les pièges et profiter des opportunités des marchés ? Alors, déjà, on peut suivre des médias comme le vôtre. Bien sûr. Ensuite, vous avez aujourd'hui une ribambelle d'analystes comme moi qui sont présents sur Twitter et qui partagent gratuitement des vidéos sur YouTube, toujours dans une optique d'apprentissage et de formation de ces nouveaux entrants pour leur donner des outils et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais j'ai aussi envie de dire qu'il y a une part de responsabilité de l'investisseur. On ne devient pas pilote de F1 en faisant 3 tours de karting un week-end. Vous voyez ? On peut être gérant d'action de père de famille. Air Liquide, on disait ça, que c'est possible aussi, non ? C'est possible aussi, voilà. Complètement. Alors, il y a tellement d'épargne disponible, on a le choix des profils et des stratégies peut-être. Alors je suis complètement d'accord avec vous, et je pense que ces investisseurs doivent peut-être plutôt penser investissement que trading. On doit plutôt élargir l'horizon de temps, penser à faire des portefeuilles ETF ou penser à faire des portefeuilles bon père de famille avec des bonnes grosses valeurs comme Air Liquide, comme Vinci, Saint-Gobain, Total, des géants français avec des politiques de dividendes. Ok. Mais malheureusement, par appât du gain, digitalisation, nouvelles applications, effets de levier et autres, ces nouveaux entrants ont été attirés par des classes d'actifs comme les crypto-monnaies ou les small caps, qui peuvent être de très intéressantes entreprises françaises, mais qui ont des cours très volatiles. Et qui dit voilà, c'est high risk, high reward. Voilà, plus on peut gagner, plus on peut aussi perdre. Et je les invite à penser protection du capital et long terme plutôt que appât du gain rapide. Alors justement, on va rentrer dans le marché en parlant de quelques dossiers qui peuvent vous intéresser. Le dossier Vivendi, c'est un feuilleton à part entière. Les deux groupes, avec Mediaset en Italie, travaillent un accord depuis des mois. Il semblerait qu'il y ait un espoir de trêve. Alors comment ça joue pour les actionnaires français et autres qui s'y intéressent ? Alors déjà, pour prendre un peu de recul sur cette situation, il faut que vous sachiez que on a eu des périodes où c'était les biotech, on a eu des périodes où c'était les small caps, on a eu récemment des périodes où c'était les bancaires qui revenaient sur le devant de la scène, et d'ailleurs peut-être encore pour les semaines à venir avec les taux qui bougent un petit
petit peu. Avant de venir vous voir, je me posais la question, quel type de société ou quel type de secteur peut un peu tirer son épingle du jeu? Donc Vivendi, dont on va parler, et peut-être un ou deux autres cas, ce sont des cas spécifiques où il y a justement un intérêt dans les mouvements capitalistiques en train de se passer sur le dossier. Donc sur Vivendi, il y a une manne potentiellement qui est Universal Music Mobile, qui pourrait être vendue, qui pourrait rapporter 4 milliards au groupe Vivendi, ce qui pourrait lui permettre de lancer des acquisitions un peu partout en Europe, de faire de la croissance externe et de renforcer son groupe et de sa stratégie long terme. Donc je trouve ça très intéressant, et en plus de ça, le côté capitalistique qui m'intéresse, c'est tout simplement Bolloré, qui est à la manœuvre, qui vient de racheter des titres encore récemment. En général, quand il y a une action, on peut suivre, ça marche bien en général. En tant qu'analyste graphique, il y a un adage qui dit « The trend is your friend », suivez la tendance. Sur Vivendi, j'aurais envie de dire « The trend is your friend, but Bolloré too ». Vous avez Alors je traduis pour les spectateurs, suivez la tendance et suivez Bolloré aussi, parce qu'il est une tendance à part entière. Il imprime le marché. C'est un investisseur hors pair. Il vient de se renforcer au capital de Vivendi. Elle a une belle configuration graphique, et je pense que ça, c'est un dossier intéressant pour les semaines, les mois à venir. Et tous les artistes, il faudrait qu'ils trouvent de bonnes mains quand même pour Mediaset, vous en avez parlé, c'est aussi une boîte très intéressante. Je pense qu'en fait le secteur des médias est un secteur comme ça qui est un petit peu, qui peut être préservé, oui, même si on a de nouveaux épisodes de pandémie, de confinement, etc. Ça reste un secteur qui peut avoir des bons résultats. En période de pandémie. Le divertissement, enfin celui-là, d'écouter de la musique, en tout cas. Un autre dossier, on change de secteur. Les bancaires, il y a eu beaucoup de résultats. Les bancaires, cette semaine, avaient le vent en poupe à Paris, en tout cas, mais en Allemagne aussi. Eh bien, vous pourriez nous parler de Natixis, par exemple. Oui. Alors, Natixis, c'est un cas spécial. Je crois qu'il y a eu un timing de BPCE qui était assez exceptionnel, puisque, alors que les bancaires étaient en train de remonter et de profiter des flux sur les taux, eh bien, ils ont dit « Ah, nous, on rachète à 4 €. Alors, je suis un petit peu fâché avec Natixis parce que j'ai un peu envie de prendre la défense des petits épargnants français. Il y a quelques années, on a coté Natixis en bourse et nos chers banquiers ont appris leur téléphone pour appeler un peu tout le monde et en faire acheter des millions d'actions. Elle cotait plus de 20 € à l'époque, et on veut tout racheter aujourd'hui à 4 €. Donc ça veut dire que nos investisseurs doivent faire une croix et prendre leurs pertes à moins 60, moins 80%. Je trouve ça un peu frustrant, quoi. Voilà, pour les investisseurs, je me mets à leur place. Un actionnaire minoritaire pas content, attention, c'est quand c'est Nicolas Chéron. et je me demande en fait si quand Altis avait voulu racheter le solde de ses actions sur le marché, ils avaient proposé un prix et puis 3-4 mois plus tard, ils avaient racheté vraiment le solde des actions 30% plus cher. Je me demande si sur Natixis, on pourrait pas comme ça avoir un effet surprime de BPCE qui ramasserait le solde des titres à 4,40, 4,80. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec un cours de 4,06, alors que le prix proposé est à 4 €, ça veut dire que si on en achète maintenant, on risque 1,5% de perte pour gagner un petit potentiel de 10, 15, 20%. Donc en cette période de vache maigre, peut-être d'indice un peu haut, ça peut être un joker pour mettre une partie de ses liquidités. On change de segment, le domaine de l'efficacité énergétique, la domotique est quand même en plein développement. Effectivement, on passe de plus en plus de temps chez soi, et puis on va tous vers une consommation plus sage, modérée, sobre de l'énergie. Mint, c'est une manière, un véhicule pour jouer cette thématique ? Alors pas que pour jouer cette thématique, là c'est aussi encore une fois sorte de cas spécial, d'opération capitalistique, et je fais le parallèle avec Natixis et les minoritaires pas contents parce que pour une fois les minoritaires ont peut-être gagné un combat. Le schéma, si vous voulez, c'est que Mint fait de l'acquisition client avec une croissance absolument hallucinante. Ces dernières années, ils sont passés de 0 à 150 000 clients très rapidement, un beau taux de croissance. L'action est montée progressivement vers 8-9 €, et là, on a un acheteur qui a dit « Je prends tout à 10 €, OPA potentiel à 10 €. » Et qu'ont fait les minoritaires? Ils se sont associés et ils ont bloqué l'OPA en disant 10 €, c'est pas assez cher, on veut plus. Et donc ce projet de rachat de la société, de retrait de la cote, a échoué.
6 mois plus tard, on n'est plus à 150 000 clients, on est au-dessus de 220 000 clients. Donc ça veut dire qu'on a 50% d'augmentation de la base client et le cours de l'action est à 9,50 €. Donc là, il y a une action qui est un peu choquée par cette OPA, un manque de liquidité et je pense qu'il y a un joker à jouer là-dessus parce que ça mettra peut-être 6 mois ou 1 an, mais en cas de nouvel acquéreur potentiel, je crains qu'il soit obligé de proposer plus de 10 €. Je vois que vous avez des combats, vous avez un petit air de Colette Neuville quand on regarde bien. Merci Nicolas Chéron. On était avec le stratégiste marché de zonebourse.com, plein d'idées, plein de conseils pour aborder les marchés avec intérêt, réussite et bénéfice. On se retrouve dans un instant pour une autre interview. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Merci beaucoup.